Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire organisé en partenariat avec la ville de Chipaga à l'occasion de la Semaine internationale de la francophonie sous le thème de la francophonie de l'avenir. Il est tout à fait à propos de vous présenter notre panel de chercheurs qui nous permet de mettre en valeur les talents scientifiques francophones et vous parler de nos réalisations et de nos contributions à la francophonie internationale. Mon nom est Robert Landry. Je suis coordonnateur des communications et du marketing à l'Institut de recherche Valores, situé à Chipaga, et j'agis ici à titre d'animateur. L'Institut de recherche Valores a pour mission la valorisation des ressources naturelles terrestres et marines dans un contexte de développement durable. Organisme indépendant, sans but lucratif, Valores est le seul institut de recherche du genre dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Il offre des services de laboratoire d'analyse en microbiologie et en chimie, en plus d'avoir une équipe de chercheurs qui accompagnent l'industrie et les communautés dans leur développement. Nous allons donc vous présenter nos chercheurs et explorer avec eux ce que la science peut amener à la valorisation des ressources naturelles. Quelles contributions pouvons-nous faire en termes de développement durable et comment assurer la viabilité de nos ressources alimentaires, de nos entreprises et de nos communautés à long terme. Mais avant de vous présenter nos chercheurs et leur spécialisation, je m'adresse tout d'abord à notre directrice de recherche chez Valores, le Dr Marion Tétégas-Simon, qui est elle-même chercheuse spécialisée en géosciences et environnement. Elle va nous aider à comprendre ce que la mise en commun de ces talents nous permet de réaliser. Donc, merci beaucoup, Robert. Aujourd'hui, c'est une journée assez importante pour la francophonie. Ça fait quand même depuis 20 ans, la mission du département de recherche chez Valores, c'est globalement de servir de catalyseur pour le développement économique d'une façon durable, pour à la fois la communauté, mais aussi l'industrie. Puis quand on parle de ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on veut que cette mission-là, qui finalement est un peu notre raison d'être en tant que chercheur, ça soit notre ambition en tant que chercheur, justement, de Valores, que les problématiques de l'industrie ou de la communauté puissent trouver écho dans toutes les questions de recherche appliquées que nous adressons justement chez Valores. Un peu partout dans le monde, on le voit déjà, il y a différents types de changements qui vont toucher les collectivités, qui vont toucher l'environnement, qui vont toucher du coup l'économie de façon générale. Puis, ces changements vont certainement impliquer que des gens comme nous, donc comme la recherche, les chercheurs, puissent proposer des solutions qui vont être novatrices, qui vont être basées sur de la recherche appliquée, qui va surtout être concrète, puis servir à un besoin très spécifique. Donc, parmi tous les changements dont j'ai parlé, changements sociétaux, environnementaux, économiques, la recherche que nous réalisons à Valores souhaite focaliser son soutien à l'industrie, mais aussi aux communautés sur les défis qui vont être liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la santé environnementale de nos milieux côtiers, à l'adaptation au changement climatique, que ce soit pour les collectivités, que ce soit pour les industries. On travaille aussi sur l'atténuation des conséquences des aléas climatiques, comme par exemple l'érosion ou la sécheresse, si on regarde au niveau agricole. Tout ce qui est préservation, restauration, l'utilisation durable, puis aussi l'utilisation viable de nos ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou pas. Vous allez l'entendre tout à l'heure, donc grâce à la multidisciplinarité de notre équipe de recherche, puis vous allez certainement le voir bientôt, Valores s'engage, en tout cas dans l'équipe, on s'engage vraiment à étudier des questions de recherche qui vont correspondre aux problématiques de l'industrie et de la communauté en utilisant une approche bien évidemment scientifique qui va être rigoureuse et qui va être axée sur un besoin, donc le besoin de nos partenaires, de nos collaborateurs et de nos clients. En ce qui me concerne, moi plus particulièrement, donc Robert a parlé de géosciences et environnement. Donc, en plus de diriger l'équipe de recherche, je mène des activités de recherche appliquées qui sont spécifiques sur tout ce qui est capacité de rétention en eau des sols ou des substrats. Donc, en gros, quelle est la quantité d'eau qu'il est possible pour un sol de retenir? Puis pourquoi je travaille là-dessus? C'est dans une optique de pouvoir identifier des solutions qui vont permettre de pallier aux défis en lien avec la sécheresse, par exemple, qui sont causés par les changements climatiques. Une autre de mes activités
de recherche qui est une activité en développement, c'est de pouvoir définir des structures naturelles qui vont permettre donc d'accumuler des sédiments puis de permettre la prolifération des végétaux le long des côtes. Parce que malheureusement, dans la péninsule acadienne, zone francophone, on est malheureusement à haut risque d'érosion. Donc, c'est vraiment une des thématiques de recherche qui me tient plus particulièrement à cœur. Pour revenir un peu sur le sujet des projets de recherche appliqués chez Valorez, je pense aussi qu'il est important de préciser que nous encourageons l'application des concepts d'économie circulaire via la valorisation de nos ressources naturelles, de nos ressources résiduaires, mais aussi de nos ressources côtières. Donc là, je vais laisser le soin, j'ai un peu parlé plusieurs minutes, là, je vais laisser le soin à mes chers collègues de vous en dire davantage à ce qui a trait à leur propre champ d'expertise. Puis là, Robert, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marion. Alors, notre équipe de recherche, vous l'avez compris, s'intéresse donc à la valorisation des ressources dans les écosystèmes naturels terrestres et marins. Ça me permet de passer maintenant à la présentation du docteur Laurent Daoust, dont la spécialité est la biologie, plus particulièrement la fertilité des sols et l'interaction sol-plante. C'est un domaine qui intéresse bien sûr les agriculteurs, mais aussi les producteurs de tourbe de la région. Alors, à vous, Laurent. Merci beaucoup, Robert. Alors oui, faut savoir que la tourbe génère énormément d'emplois dans la région. Toute l'industrie de la tourbe est vraiment générateur d'emplois et c'est vraiment un poumon économique de la région. Mais avant de parler de la tourbe, il faut comprendre d'où elle vient, quelle est l'origine de la tourbe. La tourbe, c'est une fibre d'origine végétale qui va très bien retenir l'eau. Et c'est pour ça qu'elle est utilisée. On va l'utiliser notamment dans des mélanges horticoles qui vont être destinés aux agriculteurs ou bien aux jardiniers amateurs. Et c'est donc une ressource qui a des propriétés vraiment très intéressantes. Et c'est pour ça qu'elle est vendue. Et l'origine de la tourbe, c'est la dégradation de la sphaigne. En fait, la sphaigne, c'est une sorte de mousse de milieu plus ou moins aquatique. Et la sphaigne va pousser dans les tourbières. Et au fur et à mesure de sa croissance, elle va se dégrader dans le bas de la tige. Et ça va former de la tourbe. Sauf que ce processus met des milliers d'années à se mettre en place avant de former des couches de tourbe suffisamment épaisses pour qu'on les utilise. Et bref, c'est une ressource qui, à notre échelle temporelle humaine, est relativement peu renouvelable. Donc, il y a beaucoup de recherche qui est faite en partenariat avec l'industrie. Donc, les industriels nous accompagnent énormément et nous accompagnons les industriels là-dedans. Nous avons beaucoup de projets de recherche qui vont viser à protéger cette ressource de manière à l'utiliser de manière plus durable, plus responsable et notamment, alors, d'un côté, ça peut être sur la manière de l'utiliser ou d'un autre côté, ça va être sur on va mettre l'accent au point de vue de la recherche sur des méthodes pour restaurer ces tourbières et préserver les fonctions naturelles de ces tourbières, notamment de séquestration du carbone, de conservation de la biodiversité, que ce soit les plantes, les insectes, les oiseaux. Et donc, il y a un énorme pan de recherche qui est très soutenu par l'industrie, qui vise donc à bien gérer la ressource et à restaurer ces milieux-là. De l'autre côté, un autre axe de recherche sur lequel je travaille également à Valorez, enfin chez Valorez, c'est un axe de recherche un petit peu différent. Cette fois-ci, on va chercher à cultiver de la sphaigne, puisque les fibres de sphaigne peuvent être également utilisées, elles peuvent potentiellement remplacer la tourbe. Il y a beaucoup de recherche qui est faite dans ce sens actuellement. C'est quelque chose de très, très novateur, donc pour l'instant, c'est cantonné seulement aux expériences plus scientifiques, donc ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Mais bref, à terme, ça pourrait être vraiment très intéressant de pouvoir cultiver cette sphaigne de manière à remplacer la tourbe, puisque là, on parle d'une ressource qui serait renouvelable et qui pourrait être cultivée à nos échelles temporelles.
Euh, donc voilà un petit peu les axes de recherche sur lesquels je travaille actuellement et qui permettent donc de bien préserver cette ressource et éventuellement peut-être même encore à terme de pouvoir la remplacer ou partiellement ou totalement. Okay. Docteur Daou, peut-être juste pour aider notre auditoire à comprendre et puis se projeter un peu vers l'avenir, selon vous, quels défis ou problèmes les entreprises doivent surmonter dans l'avenir et puis comment la science peut leur permettre d'assurer une exploitation durable des ressources? C'est dans la façon de restaurer ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est une très bonne question. Actuellement, au point de vue de la tourbe, cette ressource-là en particulier, il y a une très très forte demande qui est très croissante. Donc, il y a vraiment des défis très importants pour les industries qui sont confrontées donc à cette très très forte demande. Et de l'autre côté, il est nécessaire donc de pouvoir bien préserver cette ressource. Et c'est pour ça que cette avenue de la culture de sphaigne peut être vraiment très prometteuse et permettre de, pardon, de, de fournir cette demande et puis de répondre à cette demande. Okay, parce que je comprends que c'est une ressource dont les quantités sont limitées. Alors, si ça prend tellement de temps à se reproduire que si on peut ouvrir des avenues dans l'utilisation de la plante en surface, on a peut-être des chances de pouvoir alimenter les marchés en conséquence. Eh bien, merci beaucoup, Dr. Daou. Merci. Si je continue, donc valoriser les ressources, c'est en tirer le maximum. On comprend bien, c'est gaspiller moins, c'est recycler mieux et surtout être créatif quant à l'utilisation de nos bioressources, notamment les résidus de production. En discutant avec notre prochain invité, j'ai réalisé que les terres qui soutiennent l'agriculture sont plus fragiles qu'il n'y paraît. Le docteur Nadler Simon est spécialiste en agro-environnement et hydrogéosciences. Son champ de recherche est donc orienté vers les exploitants agricoles qui doivent gérer les cultures et qui se préoccupent d'avoir un sol sain qui produit un aliment en santé. Alors, je vais activer le son pour docteur Simon. Allez-y. Bonjour, merci Robert pour la question. Et justement, comme tu viens de le dire, les terres sont plutôt fragiles, bien plus fragiles qu'elles n'y paraissent. Alors, c'est pour cela qu'il faut essayer de trouver un certain équilibre pour l'industrie agricole au Nouveau-Brunswick, qui est quand même assez importante parce que ça génère près de 1 milliard de dollars par an en termes de recettes pour l'économie canadienne. Cet équilibre peut être entre l'économique d'une part, et puis le social et l'environnement. Donc, économique, c'est tout à fait naturel que toute entreprise agricole va vouloir rechercher du profit. Donc, face à une certaine demande de la population, face à un certain nombre de bouches à nourrir qui est devenu de plus en plus croissant, il y a une certaine demande et face à cette demande, il faut qu'il y ait une offre. Donc, l'entreprise agricole va vouloir produire plus et en produisant plus, il va y avoir une certaine intensification de l'activité agricole, plus de pression sur les terres et avec cette pression, on va vouloir chercher de meilleurs rendements parce que c'est le rendement qui va pouvoir permettre d'avoir du profit pour l'entreprise agricole. Parallèlement à tout ceci, on a un équilibre avec la société qu'il faut obtenir parce que la société est de plus en plus exigeante et demande des produits, des denrées alimentaires qui sont d'un certain niveau, qui répondent à un certain nombre de critères, des critères de qualité. Il doit y avoir une certaine acceptabilité sociale dans le développement, par exemple, des champs qui peuvent être à proximité des zones riveraines, des maisons, des résidences, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Les pratiques aussi peuvent aussi influencer les
l'acceptabilité sociale. Si on utilise des produits qui peuvent provoquer la peur chez les gens. Et de plus en plus, on voit que la population tend à aller vers le biologique. Ça, c'est un niveau en soi de critères de qualité d'aliments sains. Donc, il faut déjà trouver un certain équilibre entre cette économie qui porte l'agriculteur à vouloir obtenir du profit à partir de ses activités agricoles, mais parallèlement, il faut pouvoir aussi satisfaire aux besoins du consommateur qui fixe un certain nombre de critères. Et puis, il y a l'équilibre aussi par rapport à l'environnement. L'environnement dans le sens où on utilise des intrants agricoles qui sont produits à partir d'usines de transformation. Déjà, la ressource naturelle provient de la nature. Une fois que c'est arrivé à l'usine, notamment par des procédés de chimie industrielle, ça peut générer du dégagement de CO2 dans la nature. Donc là, il y a un enjeu environnemental. Et en plus de ça, en aval, on peut avoir l'utilisation des intrants chimiques dans le milieu naturel qui peuvent par la suite, s'il n'y a pas une application avec des doses raisonnées, générer des risques environnementaux, que ce soit pour les cours d'eau, que ce soit pour les eaux souterraines ou encore tout simplement pour l'air. Donc, la question que l'on pose généralement à un producteur dans un souci de le conscientiser à utiliser les ressources de manière efficiente ou encore les intrants chimiques de manière efficiente, c'est de lui dire quel est le besoin d'appliquer plus de nutriments, plus d'intrants qu'il n'en faut, parce que ça ne va pas donner plus de rendement que ça va vous faire perdre de l'argent, donc votre coût de revient va être plus élevé. En plus de ça, il y a un risque pour l'environnement. Donc, à mon niveau, j'essaie d'accompagner l'industrie agricole du Nouveau-Brunswick, notamment dans la région francophone, à maintenir cet équilibre entre l'économique, le social et l'environnement. C'est très bien. Je voulais vous demander quels défis et problèmes, puis c'est la même question que je vais poser à chacun des chercheurs, mais est-ce que vous avez l'impression que les agriculteurs ont cette conscience-là de la fragilité de leur sol et du besoin de le nourrir et d'en prendre soin? Ou est-ce que c'est encore, il y a une éducation à faire? C'est encore une éducation à faire et ça fait partie des principaux défis auxquels on doit s'attaquer. Le premier défi, c'est même pas par rapport à l'agriculteur, c'est par rapport à la demande. Il y a une pression constante de la part du consommateur à vouloir se nourrir. Donc, la démographie, le taux démographique augmente, donc forcément, il faut nourrir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut concilier ce besoin-là par rapport à des critères de qualité, par exemple l'alimentation saine et provoquer en même temps moins de pression sur les terres. C'est un enjeu, ce n'est pas évident. Donc, il faut trouver une façon de concilier ces aspects-là. Donc, l'une des meilleures techniques, c'est bien entendu de montrer à l'industrie qu'on peut mieux faire sans toutefois nécessairement aller chercher plus de rendement tout en préservant son sol. Un des défis, c'est la viabilité de l'entreprise agricole avec les terres, justement, parce qu'avec le temps, la terre va finir par perdre de la valeur si on la soumet à une certaine forme de pratique intensive. C'est comme l'équivalent d'une mort lente, c'est comme un peu le diabète dans le domaine médical. Au fil du temps, on va se rendre compte au bout de 20 ans, 10 ans, 15 ans ou peut-être même moins que le sol n'est plus fertile, n'est plus viable. L'autre défi, c'est surtout par rapport aux variations saisonnières aussi. L'agriculteur, lui, doit s'adapter par rapport à ces nouvelles conditions. Qui dit variation saisonnière dit variation de calendrier culturel. Donc, il doit s'adapter, s'habituer à de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques. Donc, entre autres, c'est les principaux défis dans le milieu agricole d'une manière générale, mais plus particulièrement au Nouveau-Brunswick francophone. Merci beaucoup, Dr. Simon. Des pratiques durables, ça signifie penser en termes d'économie circulaire où tout est récupéré. On parle de biomasse. Alors, pour y arriver, il faut avoir des capacités d'analyse pour identifier les produits qui ont une valeur utile, ce que je comprends bien, et apprendre aussi à les extraire, les séparer correctement
d'utiliser une biomasse pour enrichir le sol ailleurs. Il faut savoir comment traiter ces ingrédients-là. Je vais maintenant me tourner vers Thibaut Peterlini, qui est en train de soutenir sa thèse de doctorat et qui doit rejoindre l'équipe de Valores d'ici le mois de mai. Sa spécialisation est en microbiologie cellulaire et moléculaire. C'est donc un atout pour le centre de recherche qui peut isoler des molécules et produire des analyses en salubrité des aliments. Et qu'en effet, l'une de mes activités de recherche chez Valores va être d'étudier la possibilité de valoriser les effluents d'usines de transformation de produits marins. En fait, on sait que ces effluents-là vont représenter un enjeu environnemental et sanitaire très important. En effet, le déversement direct des effluents d'usines, que ce soit dans les havres ou les baies, peuvent conduire à une augmentation anormale de leur concentration en nutriments, ce qu'on appelle l'hypotropie, et qui peut engendrer une multiplication successive d'algues qui, au moment de leur dégradation, vont émaner une mauvaise odeur dans les écosystèmes aquatiques avoisinants. Cependant, tout n'est pas mauvais dans ces effluents et en fonction du type de produit traité par l'industrie et des méthodes de transformation, ils vont être plus ou moins riches en matières organiques résiduelles, comme des matières grasses ou des protéines par exemple, et ils peuvent être également riches en nutriments. Donc en fait, ici, nous, ce qu'on veut, c'est étudier la possibilité de revaloriser ces effluents d'usines de transformation de produits marins pour qu'ils représentent des produits à valeur ajoutée et une plus-value pour ces usines plutôt qu'une source potentielle de pollution. Et tout ceci, encore une fois, dans le contexte de promouvoir une économie circulaire. Donc, l'objectif, ça va être vraiment tout d'abord d'identifier quels sont les produits qu'on pourrait utiliser et dans quelle filière ils pourraient être utilisés. Donc, on pense notamment au secteur agricole. Peut-être qu'on pourrait trouver des choses qui pourraient être utilisées comme fertilisants, au domaine agroalimentaire, comme supplément alimentaire, par exemple. Dans le domaine de la cosmétique, avec des vitamines ou des choses, compléments alimentaires, des choses comme ça. Et d'autre part, un autre projet de recherche serait aussi, on sait que dans le contexte du changement climatique actuel, on va avoir une augmentation de la température des eaux et ceci va entraîner un dérèglement des systèmes aquatiques. Et en fait, on commence à observer depuis quelques années que ces dérèglements peuvent entraîner une prolifération accrue de bactéries, comme par exemple les salmonelles, Escherichia coli, Vibrio, dans cette eau. Et tout ceci peut finalement contaminer les différentes espèces du milieu aquatique et on peut retrouver ces bactéries dans l'organisme du consommateur après ingestion. Et donc, par conséquent, les industries de l'aquaculture vont de plus en plus devoir faire face à cette problématique. Et donc, un des projets va être de les accompagner dans ce contexte et de voir comment on peut limiter cette augmentation de bactéries dans l'eau. Donc, ces deux exemples concrets montrent donc l'importance d'accompagner l'industrie dans la gestion de ces effluents afin de mieux gérer nos ressources, de mieux produire et de limiter le gaspillage. Et tout ceci dans un contexte de développement durable et d'économie circulaire. Donc, si je comprends bien, il s'agit de, autant que possible, d'éliminer les sources de contamination ou les sources qui vont accélérer un processus qui risque de faire comme un effet de cascade, si je comprends bien. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour le phénomène de cascade, on peut aussi penser aux algues, par exemple. On voit de plus en plus de phénomènes de plages qui sont infectés d'algues. Et d'année en année, on voit que ça commence à aller dans les écosystèmes avoisinants. Donc, le but, c'est de ne pas arriver à un endroit où on a des algues partout. Donc, ça concerne l'industrie, mais ça concerne aussi la population générale. Parce que si on veut conserver des plages de qualité, on veut limiter ça. Et pareil pour les bactéries, on ne veut pas que les gens aillent se baigner dans un nid de bactéries et développent des maladies graves. OK, ouais, c'est très bien. Donc, ces entreprises-là doivent surmonter des défis et la science peut les aider en
identifiant des façons de réduire l'exposition. On continue. Notre prochaine invitée est la docteure Irina Radrian-Tiana, qui est spécialisée dans le secteur de la transformation des aliments et de la nutrition. Ses connaissances dans la transformation des aliments et des résidus de production nous permettent de renforcer nos capacités de valorisation des ressources, mais aussi d'accompagner l'industrie vers des nouvelles tendances alimentaires qui se dessinent. Contenu nutritionnel, bénéfices ou dangers de certains produits. Docteur Radrian-Tiana, je vais vous demander de réactiver le son. Écoutez, voilà. Bienvenue. Alors, parlez-nous un peu de votre champ d'expertise et puis pourquoi ce type de recherche devient de plus en plus pressant pour la société. Oui. Merci, Robert. Je vais me présenter brièvement pour arriver à mon champ d'expertise. À la base, je suis ingénieure en industrie agricole et alimentaire et puis j'ai une maîtrise en environnement et développement durable. Et ma thèse de doctorat consistait en la valorisation en produits chimiques des résidus agricoles. Du coup, avant de rejoindre l'équipe de Valores, j'ai été enseignante-chercheur à l'Université d'Antananarivo. Nous avons eu des pratiques autour des cours et des partenariats avec des entreprises qui nous permettaient de développer des procédés et des produits qui sont présentement disponibles jusqu'à un niveau international. C'est à peu près dans ce même domaine-là que je travaille chez Valores. Notamment, une des activités sur lesquelles je travaille là, c'est le séchage. Nous savons par exemple que le bleuet, c'est presque un produit star de l'été dans la péninsule acadienne. Et puis que donc de ce fait-là, c'est un produit très saisonnier, alors qu'il possède des vertus nutritionnelles presque inégalables par rapport aux autres fruits comme par rapport aux autres baies. Donc, l'esprit du projet, c'est de conserver le maximum de ces vertus-là et de disposer tout au long de l'année un produit à base de bleuet, par exemple de la poudre de bleuet, donc toute l'année. Par rapport à la deuxième partie de la question, peut-être pour continuer sur l'application de la science des aliments, c'est que nous sommes aujourd'hui devant la réalité post-pandémique, les inflations et puis le changement climatique. Je vais paraître peut-être un peu répétitive, mais pour nous, c'est de mieux valoriser, mieux gérer les ressources en y soutirant l'optimum des bénéfices que l'on pourrait, sont devenus des nécessités ou je dirais même des obligations. Et Nadler a par exemple parlé des ressources là du sol. Il y a des ressources nous sommes conscients que l'on ne pourrait pas étendre indéfiniment comme le sol. Donc, c'est dans tous ces mieux-là, mieux valoriser, mieux gérer et pourquoi pas mieux manger. C'est là que la science des aliments, le génie des procédés et tout ce qu'on fait au Valores devront apporter leur part de contribution pour la communauté. Très bien. On comprend aussi que lorsqu'on parle de l'industrie du bleuet ou de la camerise, lorsqu'ils sont mûrs et prêts à être cueillis, ils sont très, très fragiles. Et à ce moment-là, s'ils ont bien le choix de le congeler ou de le mettre en purée, et ça représente quand même 80% d'eau. Et si on doit transporter des bleuets de l'autre côté de la planète, il faut transporter non seulement l'eau, mais aussi les unités de réfrigération tout le long. Et alors, il y a certaines vertus au niveau du séchage qui présentent des possibilités intéressantes pour cette industrie-là, mais aussi pour toutes les autres industries qui ont un contenu en eau et puis qui
L'avantage, donc, chez Valores, vous savez, les laboratoires qui sont chez Valores, ce sont des outils qui permettent de faire des analyses, bien entendu, mais lorsqu'on rencontre des problématiques, ça prend un volet recherche. Alors, je voulais simplement souligner ça pour que les gens comprennent bien. Il y a le côté analyse et il y a le côté recherche. Les deux travaillent ensemble, bien entendu. Donc, avant de terminer, j'aimerais donner la parole à notre directrice de recherche pour permettre peut-être d'ajouter des précisions ou simplement soulever des questions qui seraient apparues au cours de notre conversation. Mais je vais allumer aussi les micros de tous nos chercheurs pour vous permettre d'intervenir. Voilà. Alors, Marion. Merci, Robert. Peut-être ce qui n'a pas été mentionné, on a parlé d'équipes de recherche, d'activités de recherche, etc. Aujourd'hui, on a les chercheurs qui sont présents et qui présentent leurs activités. J'avais peut-être une mention pour tous les professionnels de recherche qui œuvrent avec nous dans l'accompagnement justement communautaire, puis l'accompagnement des industries, que ce soit pour faire face au changement climatique, que ce soit pour mieux gérer la ressource naturelle, mieux la préserver, mieux la protéger. Nous travaillons, on a parlé de nos équipes au laboratoire, mais on a toute une équipe opérationnelle qui nous soutient dans nos activités pour aller sur le terrain, pour, par exemple, caractériser des sols, des tourbières, regarder à la qualité, par exemple, d'un crabe. Fait que je pensais que c'était important peut-être de souligner cet aspect-là, que l'équipe de recherche, aujourd'hui, ce n'est pas juste 5 chercheurs, c'est quand même une équipe bientôt une vingtaine de personnes qui œuvrent à ces activités-là. Puis, peut-être pour amener, sans nécessairement répéter ce que mes collègues ont dit, l'idée derrière tout ce qu'on fait, c'est peut-être de voir comment est-ce qu'on peut mieux faire, comment est-ce qu'on peut mieux utiliser ce qu'on a déjà. Dans certains pays, en Europe, par exemple, ils travaillent beaucoup sur comment utiliser la même ressource de façon optimale, donc qui est une tendance zéro déchet. Puis ça, c'est un beau défi. C'est un beau défi qu'on pourrait se donner dans notre péninsule acadienne, de voir comment est-ce qu'une ressource qui vient d'être pêchée, par exemple, peut être utilisée en entièreté. Je suis sûre que mes collègues ne me contrediront pas si je dis que, par exemple, dans un poisson, on pourrait trouver de l'utilité pour tout ce qu'il y a dans le poisson, donc les filets pour la consommation, mais la peau, les écailles, etc. Il y a possibilité d'aller extraire des choses intéressantes pour différents secteurs industriels, pour différents marchés. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, puis dans les années à venir, ce qui pourrait être intéressant, que ce soit pour l'industrie, même pour la communauté, pour les nouveaux investisseurs, etc., c'est de voir comment est-ce que des institutions francophones, et là je parle de secteur industriel et de communauté, puissent se démarquer au niveau de l'économie circulaire, au niveau de la réutilisation de ressources, au niveau de l'optimisation des ressources qui finalement nous sont données. J'avais une discussion hier, on parlait de l'une des ressources que nous avons à portée de main, qui est le soleil, puis on rigolait, en discutant, en rigolant, en disant qu'est-ce qu'on peut mieux faire avec le soleil? Il nous coûte rien le soleil. Bon, c'est juste une blague entre parenthèses là, mais pour revenir à ça, puis je vais peut-être laisser la parole à Laurent, Thibault, Irina et Nadler pour compléter, si jamais il y avait d'autres éléments qu'ils souhaitaient ajouter. Mais c'est un peu ça qui nous éveille à l'équipe de recherche chez Valores, de voir comment est-ce qu'on peut mieux faire avec ce qu'on a. Eh bien, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? C'est bon? Pour faire le lien avec ce que Thibault a dit par rapport à la valorisation, Irina, Laurent, Marion aussi, moi, je parle de valorisation à 2 niveaux, en amont et en aval. C'est-à-dire en amont, c'est limiter tout simplement qu'il y ait
une surutilisation, une surexploitation des ressources naturelles. Puis en aval, une fois qu'on a contrôlé plus ou moins le cheminement des matières premières qui peuvent être utiles à l'homme, de trouver une autre façon de les renouveler ou encore de leur donner une seconde vie en les réutilisant. Donc, c'est pour cela que, plus particulièrement dans le milieu agricole, on favorise la valorisation de différents types de produits que l'on qualifie de produits résiduaires, que ce soit des produits résiduaires organiques, que ce soit des produits résiduaires qui peuvent être d'origine minérale. Thibaut avait parlé de valoriser les effluents pour la production de suppléments alimentaires, de médicaments, de protéines, d'acides gras, etc. Mais les effluents peuvent aussi servir à la fabrication de pesticides biologiques, peuvent être utilisés comme des nutriments, des fertilisants aussi. Donc, ça rentre dans cette même logique de valorisation dont tout le monde parle aujourd'hui. En terminant, donc, je me permets de remercier nos auditeurs, remercier nos chercheurs à s'être prêtés à cet exercice qui est en fait un simple survol de ce qu'ils font chez Valores. Je vous rappelle aussi que Valores, c'est quand même une 50aine d'employés qui sont donc des chercheurs, des gens qui dirigent les projets, mais aussi des gens qui doivent travailler sur le terrain. On n'a pas parlé beaucoup d'aquaculture, mais on a quand même une équipe aussi qui est située à l'Aquarium et Centre Marin. Tout ce qui se passe en arrière des bassins pour les visiteurs, les touristes, c'est des opérations qui sont gérées par Valores. On espère que cette discussion vous aura été utile et informative. On met un lien vidéo sur notre plateforme YouTube dès qu'il sera disponible de cette présentation. Alors, il sera possible aux gens de la voir et de la regarder à nouveau. Alors, merci tout le monde d'avoir fait acte de présence. Au revoir et à la prochaine.